Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 23 ans. Vous me connaissez peut-être sous le nom de Je ne suis pas jolie. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de parentalité, de façon libre et éclairée, dans le nid. Le nid, c'est un endroit intime, où il n'y a pas de vérité ni de jugement. On partage simplement, avec bienveillance, sur ce sujet si controversé qu'est la parentalité. L'école, on y passe pour beaucoup une dizaine d'années dans notre vie. De la crèche au bac, l'instruction et la pédagogie façonnent l'adulte en devenir chez l'enfant. Pourtant, aujourd'hui, on assiste à la multiplication de différentes structures scolaires proposant des pédagogies diverses et variées. Brigitte Fuentes accueille aujourd'hui des enfants pour participer à des ateliers Montessori. Ces ateliers, elle les a créés après avoir été éducatrice pour jeunes enfants en crèche. Revenons sur son parcours et les choix qui l'ont menée aujourd'hui à proposer ces ateliers pédagogiques. Du coup, Brigitte, vous avez commencé par être éducatrice pour jeunes enfants en crèche, en jardin d'enfants. Et comment en êtes-vous venue à ce choix de carrière ? Et qu'est-ce que vous avez fait comme études pour y arriver ? Donc au départ, j'ai fait des études traditionnelles jusqu'au bac. Après, j'ai été en sciences économiques et sociales et j'ai senti que c'était pas vraiment ça. Donc j'ai vraiment eu envie de faire en fait l'école d'éducatrice de jeunes enfants. Ça s'appelait à l'époque l'Horizon. C'était rue Blomet dans le 15e arrondissement sur Paris. Et voilà, et pendant mes études d'éducatrice de jeunes enfants, j'ai fait un petit peu de crèche, mais j'ai surtout été portée vers les écoles maternelles. Et dès le départ, ça correspondait à ma personnalité. Oui, vous aviez toujours voulu travailler avec les enfants, c'était quelque chose qui vous intéressait ? Oui, c'est vraiment profondément en soi. C'était en vous, quoi. Oui, c'est simple parce que même après, quand j'ai repris en fait ma carrière beaucoup plus tard, je me suis pas posé la question si je devais refaire une formation dans un autre domaine. En fait, je n'ai fait, même si j'ai arrêté de travailler pendant très longtemps, de suite, je me suis reportée vers les enfants, l'échange qu'il peut y avoir avec eux et ce qu'on peut leur transmettre. Ouais. Et c'est vraiment ça qui m'a motivée d'un bout à l'autre. Ouais, ça vous nourrit, quoi. Et en plus, j'ai vraiment ressenti que j'étais aussi dans la transmission vers des enfants qui n'ont pas de soucis particuliers. De par ma personnalité, c'est vrai que même si j'en rencontre actuellement, mais j'allais quand même moins vers tout ce qui était éducation spécialisée. Ouais. Par contre, en éducation, en pédagogie alternative, c'est vraiment dans ce domaine que j'ai toujours travaillé. D'accord. Oui, parce qu'après, du coup, vous avez travaillé dans une crèche à pédagogie LOGSI. Et donc, qu'est-ce qui différait avec cette crèche des autres ? Qu'est-ce que vous faisiez de particulier ? Alors en fait, on avait beaucoup de chance à l'époque, en tous les cas, parce que c'était des groupes qui étaient constitués de 12 enfants. On était quand même 3 personnes pour 12 enfants. Alors 12 bébés, mais après au jardin d'enfants, on avait à peu près 13 enfants pour aussi. Alors là, 2, parce qu'ils étaient plus grands, donc c'était normal. Il y avait une éducatrice et une auxiliaire. Et parfois quelqu'un même qui était disponible pour venir aider, c'était une autre époque. Ah oui. Donc c'est vrai que c'était vraiment un lieu qui était différent, à mon avis, de ce qui se passait dans beaucoup de crèches à l'époque, puisqu'on y appliquait la pédagogie LOGSI. Et en fait, donc on suivait vraiment la motricité libre de l'enfant. On ne plaçait jamais l'enfant dans une posture qu'il n'avait pas acquis par lui-même. Il y avait beaucoup d'échanges à ce sujet avec les parents. Donc en fait, au sol, il y avait vraiment des tapis et des objets qui descendaient au niveau du tapis. L'enfant était placé sur le dos et pouvait jouer avec tous ses mobiles. Et puis petit à petit, l'enfant par lui-même passait de la position dorsale à la position ventrale. Et ensuite, il commençait à se soulever, à faire du rampé, à faire du 4 pattes. Et après, il y avait des éléments moteurs qui devenaient de plus en plus sophistiqués. Et évidemment, les premiers éléments moteurs, c'était avant tout pour se mettre debout et puis pour quelques petites marches. Et puis après, on passait dans d'autres salles avec des éléments moteurs qui étaient beaucoup plus conséquents, avec des toboggans. Oui, c'était vraiment pour respecter en fait la physiologie naturelle et le côté psychomoteur, en fait, c'est vrai qu'on a l'habitude de voir beaucoup de transats, beaucoup d'objets qui empêchent peut-être l'enfant d'évoluer librement. Et là, déjà, vous étiez très avant-gardiste. Oui.
Voilà, donc c'est une pédagogie en fait qui globalement suit vraiment les besoins de l'enfant. Oui, et d'autre part, en fait, lorsque nous faisions le change des enfants, on était vraiment en interaction avec l'enfant, c'est-à-dire que on ne prenait pas un enfant et hop, on va te changer. Non, pas du tout. On lui expliquait qu'on allait le changer, je vais t'enlever la couche. Oui. Ou par exemple, si on le coiffait, on lui expliquait les gestes qu'on allait avoir sur son propre corps pour établir une confiance entre lui et nous et pour lui expliquer ce qui allait se passer. Ça ne tombait pas sur lui de façon impromptue. C'était vraiment dans une attitude très respectueuse vis-à-vis de lui et pour le sécuriser. Corps. D'accord. D'autre part, il y avait une feuille de route, en fait, de suivi avec des codes couleurs qu'on transmettait aux parents, si bien qu'ils savaient à quelle heure l'enfant avait pris son biberon, s'il avait eu des selles, voilà. Donc il y avait vraiment un échange avec les parents, et de même, eux remplissaient cette petite feuille de rythme à la maison. Et ils nous la retransmettaient le lendemain matin. Oui, il y avait une continuité. Et du coup, ces pédagogies alternatives, est-ce que vous y avez été sensibilisé pendant votre formation ou vous avez vraiment découvert ça au moment de la crèche ? Alors, j'étais très sensible à cette façon d'être, mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir accès à ces lieux de travail. Oui. C'était, j'imagine, peu courant à l'époque. Oui, et je dirais que c'est même ce qui a motivé le fait qu'après, quand j'ai quitté ce lieu, pour raison familiale, en fait, j'avais du mal à retrouver ce type d'établissement. Donc, j'étais plus motivée à éduquer mes propres enfants. Ça a joué dans l'éducation que vous avez portée à vos enfants ? Oui. Beaucoup ? Oui, parce que... évidemment, si on est imprégné de cette façon d'être, on va le reporter quand même sur ses propres enfants. C'est la moindre des choses. Oui, non, mais c'est déjà très avant-gardiste parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais j'imagine qu'à l'époque, c'était encore plus singulier. Et du coup, après, vous avez choisi d'arrêter de travailler, notamment aussi pour élever vos enfants. Et vous avez ensuite créé donc, vos ateliers Montessori à Montpellier. Qu'est-ce qui a motivé ce changement ? Comment est-ce que vous êtes intéressé, j'imagine, à Montessori ? Peut-être que vous connaissiez déjà. Comment vous en êtes arrivé à créer votre structure ? Alors, quand j'ai terminé mes études, en fait, je pense qu'au fond de moi, dès le départ, il y avait une envie de créer un atelier, d'être éducatrice dans un atelier. Mais en fait, je ne trouvais pas le thème. Et puis, les choses ne se présentaient pas de cette façon. Donc, c'est resté intrinsèquement en moi. Et puis, donc, j'ai élevé mes enfants. J'ai eu une vie totalement différente. Et lorsque un événement familial s'est produit, en fait, j'ai cherché sur Internet et j'avais déjà été très sensibilisée par une jeune femme qui m'avait parlé de la pédagogie Montessori. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais il y a une école là qui recherche une éducatrice qui souhaite ouvrir, et ils recherchaient des bénévoles. Donc ça correspondait bien à ma situation et du coup je me suis présentée, j'ai passé un entretien avec le directeur qui est d'ailleurs le directeur de la maison des enfants de Castelnau-le-Lez. Il s'appelle Monsieur Richard Hill et donc en fait l'école était dans une toute petite structure, c'était dans une maison, en fait, il y avait à peu près 18 enfants inscrits, et il était en train de passer, en fait, du stade d'atelier au stade d'école. D'accord. Et donc, pendant 1 an, j'ai fait le stage, et comme j'étais bénévole, j'ai eu la possibilité d'avoir une formation. Cette formation, elle s'est faite auprès de Catherine Michalski et Yvette Ponce. C'est l'association La Source Montessori. Et en fait, notamment, Yvette Ponce a été formée par le fils de Maria Montessori, qui s'appelle Mario Montessori. Et pour moi, ça a été une grande opportunité parce que entre cette formation qui est quand même, certes, c'est pas l'association Montessori internationale, c'est vraiment l'association Montessori internationale va vous délivrer un diplôme qui va vous permettre de travailler dans toutes les écoles Montessori à l'international.
évidemment en France. Ce diplôme n'est pas reconnu par l'État, ceci dit, c'est vraiment le diplôme qui va vous ouvrir toutes les portes des écoles Montessori. Et moi, c'est une formation qui est très coûteuse et comme j'avais, fallait que je contribue aux études de mes enfants. Donc, c'était hors de question pour moi de faire cette formation. Mais il faut savoir qu'il y a quand même d'autres lieux qui sont beaucoup moins coûteux et qui offrent une très bonne formation Montessori. Alors, et certes, il n'y a pas un diplôme à l'appui de l'association Montessori Internationale. Et en fait, j'avais la chance donc d'avoir la formation et parallèlement d'être toujours dans l'école et de pouvoir avoir le matériel à ma disposition, de le voir et de travailler chez moi pour pouvoir le présenter aux enfants. Petit à petit, tout en travaillant là, naissait en moi cette volonté de créer un atelier. Je le ressentais quand j'étais dans la rue, je me disais « oui, c'est bien, tu es dans une école Montessori, mais tu n'as pas créé ton atelier ». Donc, en fait, il y a eu un moment où j'ai décidé de travailler uniquement en atelier, enfin évidemment en accord avec le directeur, de travailler uniquement le mercredi dans les ateliers Montessori de l'école, et puis parallèlement de créer mon propre atelier à mon domicile. Et j'ai choisi à l'époque le statut d'auto-entrepreneur parce que c'était ce qui était le plus simple pour moi à monter. Et donc, en fait, cet atelier, il a évolué. J'ai vraiment eu la chance qu'il évolue avec les enfants. Les parents m'ont fait confiance. Évidemment, au début, j'ai démarré avec très peu d'enfants. J'ai démarré un enfant, 3 enfants, 6 enfants, 12 enfants, 18. Voilà, ça a monté. Actuellement, je travaille en moyenne, j'ai 23 enfants inscrits. Et je travaille le mercredi, je travaille le samedi toute la journée. Ce sont des ateliers qui sont constitués de 5 enfants maximum, donc 5 enfants le matin, 5 enfants l'après-midi, pour avoir un très bon suivi. Et ces enfants, j'ai vraiment eu le bonheur de travailler sur plusieurs années avec eux, parce que dès le départ, j'ai expliqué aux parents que c'est pas une halte garderie où on vient, ou même un petit atelier Montessori, où on vient juste pour découvrir le matériel de vie pratique ou le matériel sensoriel. Mon idée, parce que ça correspond à mon tempérament, c'était vraiment de le faire sur plusieurs années. Et j'ai donc mon atelier, au fil du temps, j'ai acheté le matériel qui correspondait au niveau des enfants qui grandissaient. Ouais, vous les avez suivis vraiment dans leurs apprentissages parce que eux, à côté, étaient scolarisés en fait en école traditionnelle, entre guillemets. Alors en fait, j'ai des enfants qui sont effectivement en école traditionnelle et dont les parents veulent qu'ils aient une autre ouverture sur justement la pédagogie Montessori. Pas forcément les moyens de payer les écoles privées qui sont parfois très chères. C'est tout à fait ça. En fait, et justement, je trouve que Maria Montessori, au départ, en fait, quand elle a ouvert la maison des enfants qui était située à Rome, la Casa dei Bambini, je crois, en fait, c'était plutôt pour un milieu ouvrier. Et actuellement, une école Montessori, surtout quand on a une fratrie, c'est quand même un budget qui est très conséquent. Donc, en fait, moi, je me suis dit, pourquoi à travers des ateliers. Évidemment, c'est moins coûteux. Les enfants, ils viennent, c'est comme quand ils font une activité le mercredi. Donc, soit ils vont au tennis, soit ils vont... Voilà. Donc, je me suis dit, ça serait bien que les parents, d'autres parents, même s'ils ont un budget différent, puissent avoir accès à cette pédagogie. Et justement, cette pédagogie, on en entend beaucoup parler, mais est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste la pédagogie Montessori pour quelqu'un qui écouterait ce podcast et qui n'aurait jamais vraiment fait de recherche sur le sujet? D'accord. Donc en fait, ce qui est très important, on va s'intéresser à l'enfant à travers ces périodes sensibles. C'est-à-dire qu'à un moment, l'enfant, il va être plus intéressé. Alors s'il est petit, notamment, il va avoir envie de faire des versets, des transvasements. Et puis après, en grandissant, il y a une période où il va beaucoup s'intéresser au langage, aux lettres, notamment aux lettres rugueuses, parce que le matériel est mis à sa disposition, donc il va aller vers ces lettres. Mais ça peut être le contraire, il peut être sur une période où il va s'intéresser aux chiffres rugueux, à tout ce qui va être mathématique. Et en fait, quand il rentre dans l'atelier,
on voit de suite ce vers quoi va l'enfant. Il nous le transmet. Et en fait, sur une période qui peut durer 3 semaines, 1 mois, 2 mois, il va être sensibilisé par les mathématiques. Et puis, cette envie-là va s'éteindre pour un temps seulement. Et c'est une autre ouverture qui va se faire et c'est à nous d'être à l'écoute de ça. Pour un enfant plus petit, par exemple, quand il prend le tampon encreur, par exemple, et qu'il met la date de partout, eh bien, on se dit que cet enfant, il a envie de tamponner. Et à ce moment-là, on va pouvoir lui dire, tiens, là, je peux te présenter le matériel des tampons. Et le tampon encreur, c'est pour mettre la date. Et là, on la met une fois. Mais par contre, il y a les tampons encreurs à côté. Ouais. Et là, on va pouvoir se régaler à tamponner de partout. On profite vraiment des élans de curiosité. Et c'est vrai que moi, je trouve ce qui m'a tout de suite frappée quand je me suis intéressée à cette pédagogie, c'est de voir en fait que l'apprentissage pouvait être synonyme de plaisir. Et dans une société où justement l'école traditionnelle, entre guillemets, alors heureusement il y a de plus en plus d'initiatives qui tendent vers ça, mais moi j'avais souvenir, en tout cas en tant qu'élève, que même en primaire, de parfois travailler sur des choses qui ne me plaisaient tellement pas que ça ne voulait pas rentrer, ça ne rentrait pas. Et aujourd'hui je sais que je n'en ai aucun souvenir en termes de connaissances. Et ce qui m'a vraiment plu moi dans cette pédagogie, c'est le fait d'aller dans le sens de l'enfant en fait, et de sa soif de connaissances. Et c'est vrai que c'est très bien de pouvoir proposer ça aussi à des personnes, comme vous le disiez, qui n'ont pas forcément les moyens d'y être à plein temps. Est-ce que vous voyez déjà, au fur et à mesure des enfants que vous suivez, en combien de temps est-ce que vous arrivez à avoir pas un changement, mais peut-être un intérêt vraiment? Est-ce que c'est tout de suite, la première fois que vous les voyez? Oui, parce que quand ils rentrent dans une ambiance Montessori, donc ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, c'est comme une maison à leur hauteur, c'est-à-dire que il y a des étagères avec chacune des plateaux qui correspondent. Alors, il y a plusieurs secteurs. Il y a un secteur qui concerne la vie pratique, ce qui est très important aussi. Il y a un secteur qui concerne la vie sensorielle, c'est-à-dire que toutes les acquisitions passent par le sensoriel, passe par le corps. Et ça, c'est très, très important. Moi, j'aimais bien dans un des livres de Maria Montessori où elle expliquait que, par exemple, qu'un médecin qui ne saurait pas ausculter, même s'il avait une connaissance inouïe, il ne pourrait pas soigner la personne. Et bien là, effectivement, les enfants, en fait, ils vont ressentir les choses dans leur corps. Et c'est ça, et c'est pour ça qu'il y a notamment les lettres rugueuses. Elles sont rugueuses pour que le tracé de la lettre passe par le ressenti du corps. Oui, c'est très important de lier les voilà. deux en fait. Et même en géographie sensorielle, là aussi, on a tout un matériel où, par exemple, on a le globe. Et ce globe, il est d'abord rugueux, puis après, il est plein de couleurs pour ce qui correspond aux différents continents. Et par exemple, on va faire le passage du globe au planisphère, c'est-à-dire qu'on va vraiment expliquer ce cheminement. Parce qu'en fait, à l'école, oui, il y a un globe peut-être, et puis d'un seul coup, on voit des cartes, mais on ne nous explique pas le lien. Et à chaque fois, avec Maria Montessori, tout est logique. Il y a une logique implacable. Et en fait, l'explication, elle est vécue par le corps. Et du coup, tout est clair, tout. Et même nous, en tant qu'adultes, vu qu'on n'a pas eu moi, j'ai pas eu cette formation-là au départ, c'est comme si on avait une ouverture nous-mêmes sur des choses auxquelles on n'a pas eu accès avant. Même pour nous, le fait de connaître les présentations et de les vivre pour les présenter aux enfants, c'est une découverte majeure, même en tant qu'adulte. Ça, c'est super. Et du coup, comment les parents ils peuvent mettre en place la pédagogie Montessori à la maison, notamment dans la vie pratique? Alors, pas sur les ateliers, mais vraiment plus dans la vie pratique, dans la vie quotidienne. Est-ce qu'il y a des choses que les parents peuvent mettre en place pour tous les jours? Alors, pour des jeunes enfants, notamment
les 2-3 ans, ce qui correspond à une classe passerelle dans une école Montessori, c'est sûr que tout ce qui va être transvasement, versé, ça c'est très important. Et puis aussi, ce qui est très important, c'est la mise en paire, c'est-à-dire avoir tout simplement 2 images. Donc il y a une image, ça peut être l'image de légumes ou de fruits, voilà. Et après, il y a une autre image à côté. Et en fait, les 2 images, on va les mettre côte à côte. Alors c'est comme un petit exercice, mais en fait c'est important parce que après, quand on va développer le matériel, quand on va présenter aux enfants le matériel sensoriel, tout est basé sur la mise en paire. Par exemple, les boîtes à bruit, on mettra ensemble 2 boîtes à bruit qui sont de couleurs différentes, mais elles ont le même son et on va les mettre côte à côte. Si on veut développer le toucher, il va y avoir des cylindres de pression. Et là aussi, il va falloir mettre côte à côte 2 cylindres de pression qui ont la même résistance. Donc, à chaque fois, on retrouve la mise en paire. D'accord ? Oui, donc, le préparer avec des images chez des tout jeunes, c'est préparer après la vie sensorielle. D'accord. Et au quotidien, par exemple, faire la cuisine avec son enfant, Bien sûr. lui proposer... ça, c'est des choses qui peuvent être mises en place... pour tous les jours, pour des personnes qui n'auraient pas forcément de connaissances, mais juste, c'est des choses qui peuvent être faites. De toute façon, ça correspond justement au vécu. L'enfant, il va avoir le plaisir de... Et là aussi, on retrouve le transvasement, parce que si on prend de la farine et qu'on passe la farine du pot jusqu'au saladier, obligatoirement, c'est tout à fait montessorien. Ouais. Et puis, pareil, si même casser un œuf, même s'il y a un peu de coquille, c'est pas grave, on va récupérer les coquilles. Voilà, mais ça, c'est des choses aussi qu'on faisait, franchement, chez les 2-3 ans à la crèche. Ouais. Moi, au départ, au jardin d'enfants, c'est quelque chose qui se fait tout à fait naturellement. Oui. Et une maman, elle le fait naturellement. Et en plus, on va le goûter après le gâteau, par exemple. Donc c'est une activité à faire en famille. Et bon, c'est vrai. Une autre, je m'excuse de vous couper, mais ce qui est très important tout jeune aussi, c'est le tri. Et le tri, par exemple, on va avoir plusieurs pompons de couleurs et on va mettre les pompons dans des petits récipients par couleur. Le tri, c'est une des bases aussi en Montessori. Oui, ça fait partie des fondamentaux. Et du coup, c'est vrai qu'on assiste à une vraie mode, entre guillemets, du Montessori. On en voit partout, dans beaucoup de magasins de jouets, des livres. On sait que l'appellation Montessori n'est pas forcément contrôlée, donc on peut très bien sortir un jeu demain et l'appeler Montessori, alors que il n'est pas forcément en adéquation avec vraiment la pédagogie. Comment démêler le vrai matériel du faux pour les parents qui ne savent pas forcément, qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas été formés à la pédagogie? Comment savoir ce qui est vraiment un matériel? C'est quoi les critères en fait? En fait, ça ne va pas être à travers les livres. Les livres, c'est pour la formation, pour les adultes en fait. Mais si on n'achète que des livrets Montessori ou des coffrets Montessori, alors certes, dedans, il va quand même y avoir les chiffres rugueux, les lettres rugueuses, mais ce qui est très important, c'est que l'enfant, il ait un matériel qu'il puisse toucher, qu'il puisse utiliser avec son corps. Parce que, en fait, l'objectif de la pédagogie Montessori, c'est bien de vivre le concret, de passer par le concret pour arriver après à l'abstrait. Donc, effectivement, si, par exemple, pour les barrettes de perles en mathématiques, on a uniquement les barrettes de perles dessinées, alors à ce moment-là, certes, ça correspond à du matériel Montessori, mais l'important, c'est pas de l'avoir en image. C'est de le toucher, c'est de l'avoir dans les mains. Donc, il faut du matériel quand même solide, j'imagine. Oui, totalement. Ouais, et qu'il soit, je crois que aussi il y a un critère, c'est le fait que ce soit auto-correctif. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Pour que l'enfant ne soit pas mis en échec, en fait, qu'il puisse lui-même se rectifier. En fait, c'est le contrôle de l'erreur. Donc, par exemple, quand je parlais des boîtes à bruit,
Quand on les met ensemble, donc il y a 6 boîtes à bruit, on les a mis enfin il y en a 12 en tout, 6 et 6. Donc en fait, quand on va à la fin les retourner, il va y avoir des petites gommettes à l'arrière de couleurs qui correspondent, de rose, de rouge. Et donc là, l'enfant, il pourra s'auto-corriger de par lui-même. Donc là, en fait, il ne va pas attendre le regard de l'adulte ou de l'éducateur. C'est lui-même qui s'auto-corrige et donc ça le responsabilise. Ouais, ça fait vraiment partie de... Il travaille pour lui-même. Il ne travaille pas pour le regard de l'adulte ou pour faire plaisir à l'adulte. Ouais, c'est ce qui change énormément de ce qu'on a l'habitude de voir. Et du coup, par rapport à l'école actuelle, on va dire traditionnelle entre guillemets, telle qu'elle est proposée, est-ce que ça permet justement cette pédagogie à hauteur d'enfant ? Enfin, comment est-ce qu'on pourrait y tendre ? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, selon vous, dans les écoles traditionnelles pour permettre aux enfants d'être peut-être un peu plus à leur hauteur ? Alors je sais quand même qu'il y a beaucoup de professeurs des écoles qui essayent d'intégrer des ateliers Montessori dans l'école. Après, moi je pense que c'est possible d'y intégrer des ateliers sur des temps donnés. Après, c'est vrai que le matériel Montessori est quand même très coûteux. Donc si le professeur d'école, soit il est très très sensibilisé, il va acheter lui-même le matériel pour créer. Et après, il faut voir au niveau de l'éducation nationale comment c'est accepté. Oui. Par exemple, pour Céline Alvarez, elle avait une mission par rapport à ça. Donc, elle l'a vraiment fait. Je crois que c'était à Gennevilliers, je crois. Oui, à Gennevilliers. C'est vrai que par rapport aux effectifs aussi. Et certains le font, même il y a une école sur Montpellier qui l'a fait. Après, il y a d'autres professeurs des écoles qui le font, mais dans des domaines plus spécifiques, mais qui n'ont pas forcément à leur disposition tout le matériel Montessori. Et j'imagine qu'il faut quand même ne pas avoir non plus trop d'enfants pour encadrer les ateliers. Je sais pas. Alors, je sais que Céline Alvarez, finalement, elle avait quand même pas mal d'enfants. En fait, il y a énormément d'enfants. Enfin, il y a beaucoup d'enfants dans les écoles Montessori. Ouais, d'accord. Dans des ambiances Montessori, il y a un effectif qui est important. Merci. Hélène nous parle de la première rentrée de Gustave et les raisons pour lesquelles son mari et elle ont souhaité changer leur fils d'établissement en investissant dans une scolarité privée. Bonjour Hélène, Bonjour est-ce Léa. que tu peux te présenter et présenter ta famille ? Alors, donc moi c'est Hélène, je viens d'avoir 35 ans, je suis professeure de SVT en lycée, je suis mariée depuis 7 non, je suis pas mariée depuis 7 ans, je connais mon mari depuis 7 ans et on est mariés depuis 5 ans. Lui, il est commercial et on a 2 petits garçons, donc Gustave qui a 4 ans et Félix qui a 18 mois. Ah oui, voilà. 2 petits mecs. 2 petits mecs, exactement. Bon, durant ce podcast, si vous entendez quelques petits bruits extérieurs, c'est parce qu'on est dans un lieu un petit peu en travaux, voilà, donc on s'adapte. Et j'espère que vous arriverez quand même à focus sur nos voix. Moi, je voulais savoir, Hélène, étant donné que tu es dans le système éducatif, même si tu n'es pas ni en maternelle, ni en mais par contre, primaire. ma maman était professeure des écoles en maternelle, elle a fait toute sa carrière en maternelle, et mon père est prof aussi, enfin bref, c'est... Ouais, voilà. c'est de famille, donc le système éducatif n'a plus de secret pour toi. Et toi, comment t'envisageais la scolarité de tes enfants, justement ? Alors, en fait, je m'étais pas posé tellement de questions avant de devenir maman. C'est quand on a eu mon premier, avec qui ça a été quand même relativement compliqué. C'était un bébé qui pleurait beaucoup. Donc c'est là que j'ai été amenée au départ au maternage proximal. Sur ces lectures-là, ça a dérivé du coup sur la question après de la future scolarité, de l'éducation. C'est comme ça que j'ai découvert la pédagogie Montessori en fait à ce moment-là, puisque c'est souvent assez lié. Voilà, quand on est dans ce domaine-là. Donc Gustave a été amené à faire des stages quand il était encore à la crèche. Ça s'est super bien passé. J'ai bien accroché avec la directrice de l'école Montessori qui était pas loin de chez nous. Mais à ce moment-là, mon mari était quand même un peu réticent, on va dire, par rapport au coût de l'école. En fait, pour rien, on va être transparente direct, c'est 7 500 € l'année. Ça paraît pour certaines personnes complètement fou de mettre ce prix-là en fait dans une année de maternelle. Enfin, moi, tout de suite, il m'a dit mais c'est quasiment le prix d'une école de commerce, d'une année en école de commerce. Et donc, il m'a dit, est-ce qu'on peut pas essayer de trouver un autre compromis ? Donc, le compromis, moi, je suis donc prof, j'ai pas beaucoup d'heures, je dois faire 15 heures quand je suis à temps plein. Il m'a dit, mets-toi à mi-temps. Donc, du coup, ça me faisait 8 heures de cours par semaine.
Et comme ça, on le met dans l'école à côté de chez nous. On venait d'acheter en plus l'école, c'est notre voisin, quoi. Donc, mets-le à l'école à côté, tu le récupères tous les après-midi. Comme ça lui fera un emploi du temps assez léger pour la première année. Donc, moi, j'avoue que voilà, j'avais déjà à ce moment-là un petit pincement de me dire c'est pas forcément ce que j'aurais rêvé, voilà. Mais effectivement, en termes de budget, ça commençait à... c'est serré, quoi. On venait d'avoir le deuxième, on savait qu'il allait falloir payer une garde aussi pour le deuxième, bref. Et donc, en fait, la rentrée de l'année dernière s'est profilée comme ça. Il a été inscrit à la maternelle de secteur et il a fait sa rentrée à la maternelle de secteur. Ouais. Les choses ne se sont pas passées divinement bien. Dès la première journée, en fait, il a voulu rester toute la journée, alors que moi, je voulais le récupérer à midi. Et lui m'a dit, je veux manger à la cantine avec les copains et je veux rester. Donc, je me suis dit, ça vient de lui, laissons-le faire. Et quand je l'ai récupéré le soir, il était bouleversé, mais vraiment très, très mal. Donc, il avait assisté, en fait, un petit camarade de sieste avait tapé sa voisine de couchage. Donc, déjà, là... Voilà, la nuit qui a suivi, il s'est réveillé plein de fois. Il m'a dit, est-ce que le méchant, alors c'est ses mots à lui, bien sûr. Est-ce que le méchant, il sera encore dans ma classe je commençais à me dire, oups. Bon, le mercredi passe à la maison et le jeudi matin, on arrive à l'école. Et donc, le méchant était là, mais c'était pas le problème, c'est que c'était plus la même maîtresse, en fait. Ah oui, ça avait changé. Ça avait déjà changé. D'accord. Donc, alors que, forcément, pour 25 petits, bien sûr, c'était juste le point de repère. On lui avait dit, tu vois, la maîtresse, elle avait l'air gentille, machin. Et là, on arrive et bim, c'est pas la même. Donc, évidemment, elle connaît pas les enfants. Logique, quoi. Aucun reproche là-dessus. Mais donc là, sur 25 enfants, sérieusement, je pense qu'il y en avait 23 en pleurs qui s'accrochaient à leurs parents. Et bon, moi, je l'ai laissé là, je l'ai calé dans les bras de la TSEM, du coup, en me disant, c'est la même. Voilà. J'en ai tellement voulu à l'école de ne pas nous avoir prévenus, en fait, qu'elle était absente pour je ne sais quelle raison. Et moi, je l'aurais gardée, en fait, ce matin-là, parce que... Donc, ça se passe hyper mal. Moi, je rentre bouleversée à la maison. Je croise mon mari entre deux portes. Je lui dis, franchement, je ne l'ai jamais vu comme ça et tout. Il me dit, mais non, mais tu vas avec des pieds de plomb, c'est toi et tout. Demain, c'est moi qui l'accompagne. Et le vendredi, c'était la première maîtresse, du coup. Ah oui. Et ça s'est hyper mal passé avec lui aussi. Et donc là, il est revenu, il m'a dit, écoute, t'appelles l'école Montessori et vois quoi. Et on s'est dit, si elle nous dit qu'il y a une place, c'est banco, on y va. Et en fait, elle m'a dit oui. Et du coup, la deuxième semaine, on a demandé l'exéa et tout ça, parce que dans ce cas-là, il faut le faire sortir des listes. Et ça a été parti. Et on n'a pas pu le faire le lundi, parce que je travaillais le lundi et je voulais pouvoir l'accompagner sereinement. Enfin, déjà que ça avait été chaotique. Voilà. Et du coup, le mardi matin, où je travaillais pas, j'y suis allée avec lui. Et ça s'est bien passé. Déjà, il connaissait du coup les locaux, puisqu'il avait fait un stage là-bas. Ils étaient 15 l'année dernière dans sa classe pour 2 adultes. Ouais. Et du coup, les autres avaient repris la semaine d'avant en plus. Donc, il y avait un petit garçon qui pleurait. Mais moi, du coup, Gustave, pas de pleurs. Il a tout de suite été sur une petite activité. On a du matériel à la maison. Donc, en plus, il retrouvait... c'était des repères pour lui. Voilà. Et ça, c'est franchement... il a fait du coup des journées complètes là-bas, pour le coup. Et ça s'est toujours bien passé. Enfin, en tout cas, il n'y a pas eu de soucis au niveau des séparations. Cette année, il est reparti. Puis comme ça marche en ambiance d'âge mélangé, il retrouve beaucoup de copains, en fait. Il a la même éducatrice, la même assistante et toute une partie de sa classe commune. Donc, et vous étiez du coup dans quel état d'esprit? Soulagé, j'imagine? Moi, j'étais... en fait, dès que la décision a été prise, avant même qu'ils mettent un pied dans la classe, en fait, j'ai senti que j'étais en accord avec ce dont je rêvais pour lui. Donc, ça, je pense qu'effectivement, il l'a senti aussi. Oui. Mon soulagement à moi, il l'a ressenti, c'est sûr. Mais moi, je l'ai vu bien, quoi. Ouais. Tout simplement. Et ton mari aussi Et mon mari aussi. Et il a 0 regret. Et maintenant, c'est le premier à dire je pense qu'en fait, t'avais raison, s'il y a bien des années où il faut investir, entre guillemets. Alors, ça peut être investir là financièrement parce qu'on n'a pas fait le choix de l'école à la maison, voilà, mais en tout cas, investir sur vraiment un système dans lequel on croit et où en accord avec ses propres valeurs, je pense que c'est hyper important, la base, plus qu'après, quoi. Ouais, finalement, ça nous choque pas de mettre ces sommes-là, justement, comme tu disais, dans les études supérieures. Mais en fait, il y a tellement de choses qui se créent dans les premières années sur l'apprentissage. C'est trop tard après. Voilà, quand comment on arrive travailler. Au lycée, si l'enfant il a été massacré
dans sa confiance en lui, dans sa construction, on ne rattrape pas ça en fait. C'est un petit pansement peut-être, parce que je pense que oui, rencontrer un prof bienveillant au lycée avec qui ça se passe bien, c'est toujours mieux que rien, mais les fondations de la construction de l'enfant, c'est pas à ce moment-là, quoi. Bien sûr. Donc, et comment a réagi ton entourage ? Alors ça a été un peu compliqué, puisque je pense notamment à ma maman, qui l'a vécu un peu comme une remise en question personnelle, alors qu'il n'y avait aucune attaque. J'ai beaucoup de respect pour les enseignants du public dont je fais partie. Alors après, il y a aussi des gens qui ne méritent pas forcément notre respect, voilà. Mais la plupart des enseignants sont des gens consciencieux, qui font ce qu'ils peuvent avec les moyens du bord. Donc il n'y avait aucune remise en question de ça. C'est juste que je trouve que les conditions actuelles qu'on nous propose de travail ne sont pas satisfaisantes pour l'épanouissement de l'enfant. Ce que dit beaucoup Céline Alvarez, et elle est pas forcément bien vue dans les milieux, ni Montessori, ni enseignant d'ailleurs, c'est assez bizarre. Mais elle ne remet pas en question les personnes, c'est un système en fait. Donc ça n'a pas forcément été... Et du côté de mon mari, je pense que c'était plus... tout de suite, ça a été... nous, à l'époque, ça n'existait pas. Ou, comme si, en faisant ce choix un peu différent, on les accusait de ne pas l'avoir fait, eux, à l'époque. Ce qui n'est pas le souvent cas. ça. Mais en plus, je pense que, même si en plus ça n'existait pas, mais surtout, on n'y accordait peut-être pas autant d'importance. Aujourd'hui, c'est sûr. On en parle aujourd'hui, beaucoup. Avec les connaissances aussi de neurosciences, etc., qu'on n'avait pas. Enfin, bien sûr. Ces données scientifiques, on ne les avait pas. Donc, il n'y a pas de remise en question de notre part de l'éducation que nous, on a reçue. En plus, moi, personnellement, le système scolaire, je l'ai plutôt bien aimé. Avec le recul, il ne m'a pas forcément profondément épanoui, mais disons que j'y ai réussi, en tout cas scolairement parlant. Donc, c'était pas ça le problème. Non, c'était vraiment sur le bien-être de votre enfant. Ouais. De l'enfant, ouais. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais dire à des parents qui n'osent pas sauter le pas pour des raisons financières ou voilà ? Alors, pour les raisons financières, faut voir, c'est clair que c'est quand même un investissement. Enfin, on ne va pas se cacher que 7 500 € l'année, alors ça, c'est un prix de banlieue parisienne. Ouais, c'est encore plus cher dans Paris, intramuros. Et par contre, en province, je pense qu'on peut arriver à être dans les 400 € par mois. Oui, c'est ça. Nous, à côté, on en a une, c'est 350 €. C'est ça. Bon, après, les gens qui font garder leurs enfants par une assistante maternelle ou une crèche, c'est souvent quand même un peu ces prix-là. Donc... c'est une question aussi... Alors, il y a des gens pour qui, bien sûr, c'est vraiment impossible. Quand on est en train de compter pour savoir si on va pouvoir manger à la fin du mois, on ne se pose pas c'est triste et c'est regrettable, mais voilà. Par contre, je pense qu'il y a des gens qui se disent ne pas avoir les moyens et qui, en fait, n'ont pas cette priorité, tout simplement. Oui, bien sûr. Nous, cette année, les vacances, on a eu un budget vacances, du coup, très limité. On a fait des accueils paysans, des trucs tout simples, où les gamins se sont éclatés. Et on s'en est vraiment sortis pour 1 000 € les 4 semaines. Voilà, donc c'est pas un budget vacances folichon. Les vêtements, mon deuxième récupère tout du premier. Le premier, j'achète beaucoup sur Vinted. Enfin voilà, moi je ne suis pas acheté de fringues. J'avais du stock, mais mon mari et moi, on n'a pas eu beaucoup de dépenses personnelles. On ne s'est pas fait de resto. C'est vraiment aussi une question des concessions. Et pour les parents qui n'osent pas sauter le pas, plus par peur, justement, alors moi, j'ai déjà entendu ça, de mettre son enfant dans une bulle, ce genre de choses. Alors ça, c'est vrai que c'est aussi souvent une remarque qu'on se prend. C'est un système élitiste. Les gens, c'est vraiment cette vision-là. Et en fait, dans l'école de mon fils... les enfants, c'est pas que des petits, l'image des petits bobos, des petits bourges, pas du tout. Ouais. Les gens viennent là pour des raisons souvent très différentes. Il y a des enfants qui sont là parce qu'ils ont des pathologies, par exemple diabète, etc., où il faut une surveillance, on va dire, très rapprochée, une infirmière qui vient tous les jours à l'école, ou des enfants qui souffrent d'hyperactivité, pour qui c'était hyper compliqué dans le système classique, dans des grosses classes, voilà. Donc il y a ces enfants-là. Il y a des enfants qui viennent pour le bilinguisme. Ouais. Donc il y a des enfants qui ne parlent pas français, qui sont là. Il y a des enfants qui sont là parce que les parents sont vraiment convaincus de la pédagogie Montessori. Et il y a effectivement des enfants, pour le coup, qui sont là parce que les parents voulaient juste pas le public, quoi.
Ouais. Et qu'ils étaient prêts à mettre des moyens et qu'ils se sont dit en payant, on va avoir autre chose. Donc il y a vraiment des profils très différents et il n'y a pas que des enfants de milieux. Voilà. Et bon, moi, quand je vois Gustave dans la cour avec ses petits copains, il a des petits copains qui regardent la télé, hein, clairement, qui connaissent les pyjamas, les machins d'enfants de cet âge-là. Donc on les met pas dans une espèce de bulle où on fait que des petits intellos. Oui, c'est ça. L'idée, c'est un peu le singe savant. Non, du tout. Et au niveau des comportements, chez Gustave, est-ce que vous avez remarqué des améliorations ? Alors j'imagine que, étant donné que la rentrée en système public était très courte, il n'y a pas eu... mais même en termes d'apprentissage, est-ce que... Alors, moi, ce que j'ai adoré, mais ça, c'était propre à la pédagogie Montessori, et c'est ce qui me désespère un peu dans le système classique, c'est qu'il peut suivre, en fait, ses envies, ce qu'on appelle ses périodes sensibles. Et nous, il a eu une période sensible des mathématiques qui a été hallucinante, quoi. Enfin, à la fin de l'année dernière, donc il avait 4 ans, il a eu 4 ans en mai l'année dernière, il est déjà sur les grandes additions, des additions des grands nombres, etc. Par contre, il n'a pas du tout démarré, lui, pour l'instant, la période sensible du langage, de la lecture. Pour lui, pour l'instant, il n'y a pas un intérêt plus que ça, alors que normalement, on dit qu'elle est vers 4 ans. Là, on sent tout juste le démarrage. Mais par contre, il a pu suivre, du coup, l'année dernière, il a fait des maths. Et il y a eu un gros break en janvier-février où il a fait du dessin. Et il est revenu aux maths. Enfin, voilà, il a eu vraiment un fonctionnement. Et ça, je l'avais déjà senti, moi, petit, qui fonctionnait un peu par lubie, entre guillemets. Et du coup, quand il se lance sur un truc, il va l'exploiter à fond pendant... ça dépend, quoi. Ça peut être des lubies de quelques jours, mais ça peut être de plusieurs mois. Et là, les maths, ça dure quand même... voilà. Et là, il a vraiment pu faire ça, quoi. Et lui, qui dessinait jamais, s'est mis au mois de janvier à ne faire que ça de la journée, quoi. C'est vrai, c'est incroyable. Alors, malheureusement, dans un système plus traditionnel, il n'aurait pas pu faire ça. Il aurait fallu qu'il suive un minimum les ateliers dirigés et la progression... Complètement. Ouais, donc moi, c'est ce que j'aime et je pense que ça lui correspond bien. Il s'épanouit là-dedans. Enfin, je le sens vraiment, quoi. Et comment, selon toi, avec ton point de vue de maman, mais aussi de professeur, comment les choses pourraient être améliorées ? Qu'est-ce que, si tu devais prendre les rênes du gouvernement, là, qu'est-ce que tu ferais ? Je pense que pour le coup, Céline Alvarez, elle donne quand même vraiment des pistes. Enfin, moi, c'est une femme que je trouve admirable. J'ai adoré son premier livre, son deuxième... aussi, même si j'ai trouvé qu'il y avait... Si on doit en lire qu'un seul, faut lire le premier. Les pistes qu'elle propose, pour moi, elles sont très pertinentes. Et je pense qu'elles peuvent même se diffuser au-delà de... Parce qu'elle s'est beaucoup concentrée sur la maternelle et le début du primaire, mais je pense que ça peut se diffuser, laisser vraiment plus l'enfant justement dans cette autonomie et dans l'acquisition de ces compétences-là qu'elle appelle les compétences exécutives, plutôt que d'être dans du trop transmissif qui... oui, finalement, il faut déjà développer cette capacité de concentration, de se focaliser sur l'effort, sur la tâche, et puis cette gratification qu'on a quand on y arrive. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne laisse pas forcément ça s'exprimer. On les presse trop, en fait, tout le temps. On leur impose des horaires. La récré, c'est telle heure. La sieste, c'est telle heure. Moi, c'est ça qui m'a rendue folle, en fait, dans son école aussi. C'est que le midi, il finissait donc à 11h30 et ça reprenait à 13h30. Pendant 2 heures, il fallait qu'ils attendent, donc à la cantine, où c'était un service de 145 enfants. Donc je n'ose imaginer le bruit, voilà. Et ensuite, ils attendaient 1 heure, 1h30 en récréation. Donc, pour aller dormir à 13h30. Ouais. Et depuis quand tous les enfants ont envie de dormir à 13h30 ? Je pense qu'ils étaient épuisés de toute façon largement avant. Il y a un non-respect des rythmes, ne serait-ce que biologiques. Nous, il a arrêté de faire la sieste à l'école à partir de la Toussaint l'année dernière. Ouais. Voilà. Oui, et c'était OK, en fait. C'était OK. Alors, au début, il était fatigué le soir, il était plus énervé, ça c'est sûr. Mais en tout cas, c'était son rythme, quoi. C'est lui qui faisait le choix. Il y a eu quelques fois où il a eu vraiment besoin, il avait dû passer particulièrement une mauvaise nuit, où il a été se coucher, mais on lui proposait, il disait oui, il disait non. Ouais. C'était son choix. L'autonomie, quoi. Voilà. Et oui, c'est vrai. Et puis j'imagine que les professeurs des écoles sont quand même submergés aussi par le nombre d'enfants. Mais c'est ça. À charge. Quand on est sur des classes d'enfants de 3 ans, 4 ans qui sont à 30, qu'est-ce que... Bon, en petite section, il y a une ATSEM, mais après, il y a des écoles où dès 4 ans, il n'y en a pas. Donc, c'est un adulte pour 30 enfants. Je veux dire, il n'y a pas de miracle. Hein.
Complètement. On peut pas leur demander de faire de miracles à partir de ça, quoi. C'est ça, complètement. Et plus les classes aussi, l'organisation des classes. La classe, quand je suis arrivée la première fois, c'était surchargé, c'était petit, on rentrait par les toilettes. Non mais rien que ça, mais c'est super accueillant, quoi. Je veux dire, d'arriver par les urinoirs. Et c'est vrai que même là, en fait, comme ils ont décidé de mettre la scolarité obligatoire à partir de 3 ans, enfin obligatoire, non, l'instruction obligatoire. L'école n'est pas obligatoire, c'est l'instruction qui est souvent, d'ailleurs, souvent on fait la remarque. Mais oui, j'espère que cette politique va suivre d'autres choses qui vont être mises 3-4. J'espère qu'il y a d'autres choses qui vont être mises en place pour suivre cette politique-là, quoi, parce qu'on ne peut pas dire aux parents il faut absolument la maternelle, c'est fondamental, et ne pas investir dessus, en fait. Ouais, complètement. Parce que oui, ça nécessite de réorganiser un peu. Ceci, il n'y a pas forcément, c'est ce qu'elle dit aussi d'ailleurs, un coût financier énorme, mais il y a un coût de formation, je pense, des personnels surtout. Il faudrait vraiment, ce qui a été fait en Belgique, c'est génial, quoi. C'est 750 enseignants qu'on puisse suivre ça. Il faudrait que ce soit généralisé. Quand même un investissement dans du matériel un petit peu de qualité pour certaines activités phares, on va dire. Et puis au moins 2 adultes. Au moins 2 adultes. Et mixer les âges. Bien sûr, parce qu'on a quand même, il y a des écoles où ça commence à se faire. Je pense qu'il y a des initiatives qui vont dans ce sens-là, et c'est super. Moi, je me suis formée en tant que maman en pédagogie Montessori il y avait des enseignants qui sur leur denier personnel, étaient là, ils suivaient ces formations. Donc, ça bouge. Bien sûr, il y a une volonté. Et je pense que justement, il faudrait que les politiques derrière suivent cette volonté-là et surtout cette prise de conscience, quoi. Ouais, complètement. On espère que les choses vont changer. Merci beaucoup. De rien. Et du coup, pour la suite, aussi bien pour ton deuxième enfant que pour la suite, pour Gustave, dans les années à venir. Alors du coup, pour Gustave, le souci va se poser dans le sens où l'école, pour l'instant, n'a pas ouvert l'ambiance 6-12, puisqu'après, ça passe en 6-12 ans en Montessori. C'est en projet. Donc là, il lui reste cette année-là et encore une année après. Donc on croise fort, nous, vraiment en ce moment, les doigts pour qu'elle trouve un local et que la suite s'ouvre, ce qui serait le plus simple pour nous. Sinon, je suis en train de regarder d'autres écoles, alors un peu plus loin, plus loin en région parisienne, même si c'est 4 km, ça peut être, je l'ai bien vu ce matin, ça peut être très 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 galère. Mais on serait prêt, je pense, à le faire. Enfin, voilà. Ou si vraiment on n'a pas de solution satisfaisante, moi l'IEF c'est une piste qui n'est pas exclue en fait. Ouais. Voilà. Parce que dans ce cas-là je me remets à mi-temps, je fais mes 8 heures où je trouve une solution pour les garder et le reste c'est moi quoi. Parce que je pense que j'aurais vraiment du mal s'il faut me dire on arrête et on bascule. Marche arrière. Je pense que ça sera là pour moi ça serait un sentiment un peu d'échec parce que je sais qu'il pourrait tomber sur vraiment des personnes géniales, mais j'ai pas de maîtrise là-dessus. Oui, bien sûr. T'as pas la nous, on a des très grosses écoles à côté de chez nous. Il y a 4 CP dans l'école à côté. Enfin, qu'est-ce que je ne maîtrise rien. Il peut y avoir des mutations. Donc voilà, j'ai pas forcément envie de prendre ce risque. Et Félix, il va faire normalement sa maternelle du coup. Dans la même école que son frère. Alors, on peut potentiellement le faire rentrer à 2 ans et demi si il est propre. Je n'ai absolument pas envie de lui mettre la pression sur la question de la propreté. Son frère n'était pas propre à 2 ans et demi. On verra. Voilà. Oui, il y a cette pression aussi. C'est vrai que c'est compliqué aussi par rapport à la continence parce que parce que du coup il y a des enfants qui rentrent à moins de 3 ans, ceux qui sont de novembre, décembre, etc. rentrent et oui c'est vrai qu'il faut oui, normalement il demande. Après je crois pas qu'on puisse exclure un enfant c'est parce pas qu'il n'est pas continent mais bon si c'est pour qu'il se sente qu'on lui fasse bien remarquer dès qu'il y a un accident et qu'on tende le petit baluchon devant tout le monde, c'est hyper humiliant quoi. Complètement. Donc vous voulez vraiment respecter on se dit franchement là autant l'année dernière la crèche heureusement qu'il y allait très peu parce que tout bébé
c'était pas génial. Autant là, ça y est, il y prend quand même plus de plaisir, je pense qu'il s'épanouit plus. Donc je me dis, s'il doit rester jusqu'à 3 ans et demi à la crèche, il restera jusqu'à 3 ans et demi à la crèche, peu importe en fait, c'est pas grave. On verra aussi où il en est niveau langage. Pour l'instant, c'est quelques mots. S'il n'est pas à l'aise et tout, ça sert à rien d'aller le mettre dans une situation de difficulté, parce que mine de rien, se retrouver du coup dans une ambiance 3-6, il y a des enfants qui du coup sont hyper à l'aise. Alors ça peut être un super boost, mais il ne faut pas non plus qu'ils se sentent complètement le bébé. Oui. Donc on verra, mais par contre, et là du coup pour mon mari non plus, la question ne se pose pas en fait. Pour lui, c'est sûr qu'au minimum le cycle 3-6, ça sera soit en alternative, sauf si on déscolarisait carrément les deux. Ça serait la seule option en fait, je pense, possible. Et ça, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de familles, et même des familles qui sont dans... Parce que là, il y en a qui sont partis, qui avaient déjà 5 ans, enfin qui ont eu 6 ans là, et qui sont partis, et qui ont réintégré le système public. Et c'est souvent une grosse question, comment ça va se passer. Donc, je pense que ça dépend tellement des enfants, tellement de... justement, où ils vont tomber, sur quelle maîtresse de CP. Moi, j'ai toujours tendance à être optimiste et à me dire que s'ils ont eu des bases de confiance solides et qu'ils se sentent bien, et voilà, ils arriveront à s'épanouir. Plus aussi capables peut-être de s'adapter, de se réadapter. Et voilà, c'est vrai que les enfants ont cette capacité-là aussi. Et comme tu dis, même pour des enfants qui iraient jusqu'à 12 ans et qui après... Alors le collège, ça doit être très violent. Le collège, là, pour le coup, c'est... Parce que c'est déjà violent, mais c'est déjà violent de toute façon. Toi, tu le constates en tant que prof. Ouais, moi, alors j'ai jamais fait de collège, mais... Toi, tu es vraiment au lycée. Moi, je suis vraiment au lycée. Et mais de plus en plus, pour le coup, ça, c'est une dérive, je trouve. Moi, ça fait 11 ans maintenant que je suis prof. Et la violence des échanges entre eux, c'est quand même quelque chose qui me choque énormément. Le poids des réseaux. L'obsession même de Snapchat dans les couloirs. Je trouve que ça amène pas beaucoup de bienveillance dans les échanges entre eux, en fait. C'est dommage, parce qu'on peut utiliser les réseaux pour des bonnes raisons. Mais malheureusement, ils n'ont pas forcément le recul à cet âge-là. Oui, je pense que c'est une génération où, comme n'importe quel ado, en fait, t'es en telle construction qu'on ne peut pas te demander en plus c'est ça, de ne pas gérer, suivre ce qui se fait à la fois dans la tendance, mais aussi c'est une façon de t'intégrer socialement, en fait. Donc, et c'est... Oui. Moi, là, pour le coup, le collège et le lycée, je pense que ça ne sera pas possible. Ouais. On a encore un peu le temps. Exactement, c'est ce qu'on se dit, parce que moi, ça a tendance à m'être vertigineux et à me faire flipper. Je me dis, on verra où ça en sera d'ici là. Il y aura certainement encore des réformes. C'est vrai. Et on ira peut-être dans le bon sens. Merci. Merci d'avoir écouté Le Nid. Vous retrouverez toutes les informations de ce podcast dans la description. N'hésitez pas surtout à nous noter et à nous faire tous vos retours. On a hâte de lire vos commentaires et moi je vous dis à très vite dans un prochain épisode.